Pourquoi la question du pouvoir d'achat prend-elle une telle importance ces derniers temps? Évidemment, il y a la question des revenus. Quand même, rappelez-vous ce chiffre donné par Jean Castex au moment de l'annonce de l'indemnité inflation. 38 millions de Français qui gagnent moins de 2000 euros par mois. 38 millions de majeurs, c'est les trois quarts des gens qui ont plus de 18 ans gagnent moins de 2000 euros par mois. Qu'est-ce qu'on fait avec 2000 euros par mois? Là, tout à l'heure, vous aviez à la télévision le prix des loyers à Paris. La moyenne de ce que prend le loyer sur un salaire parisien, c'est 35%. On comprend mieux pourquoi la question du pouvoir d'achat est centrale. Et encore, à Paris, la question du pouvoir d'achat n'est pas du tout abordée de la même manière que dans le reste du pays. Par ailleurs, il y a cette date, nous sommes le 16 novembre. Le 17 novembre 2018, il y a donc 3 ans, moins un jour, commençait le mouvement des Gilets jaunes. Beaucoup de choses dont on va parler avec notre invité. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'Institut IFOP depuis 2011, co-auteur avec Jean-Laurent Casely de La France sous nos yeux, livre paru récemment au Seuil. Ce livre est formidable, je le dis à titre personnel, et vraiment, ce n'est pas du tout pour vous flatter, Jérôme. C'est une sorte de mise à jour, vous le dites, de notre grille de lecture de la société française, qu'on aborde avec des mots, des concepts qui sont un petit peu datés. La France d'après est différente de celle que l'on décrit communément dans les médias. Alors la France d'après quoi? D'après ce que vous qualifiez de la grande métamorphose qui s'est produite depuis 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ces 40 dernières années? Il s'est passé beaucoup de choses depuis le début des années 80, mais en lien direct avec votre sujet de ce matin, je pense que une des évolutions majeures, c'est le passage d'une économie qui était structurée, organisée autour de la production. Alors on pense à l'industrie, bien évidemment, mais aussi l'agriculture, la pêche sur les littoraux, à une économie qui tourne dans tous les sens du terme, essentiellement autour de la consommation, du tourisme et des loisirs. Et donc tout ça a des implications très fortes, notamment en termes de classe sociale, en termes d'aménagement du territoire, en termes de paysage, et aussi en termes d'imaginaire et de représentation. S'il fallait retenir un moment charnière, puisque tout ça s'est fait sur une trentaine ou une quarantaine d'années, ce serait le printemps 1992. Que se passe-t-il? Eh bien, le 31 mars 1992, c'est la fermeture définitive de l'usine Renault-Billancourt, qui a incarné pendant des décennies le monde industriel français. C'était la citadelle ouvrière par excellence. Et 12 jours plus tard, c'était l'inauguration de Disneyland Paris. Et donc, en 15 jours, on était passé d'un monde à un autre. On voit également, Michel-Édouard Leclerc était là tout à l'heure, comment les grandes surfaces ont redessiné ou transformé la France en une gigantesque zone de chalandise. Alors, on ne va pas faire la publicité de Leclerc, on peut prendre une autre enseigne, par exemple Intermarché. Intermarché, c'est 300 magasins en 1980, c'est 1800 aujourd'hui. Ils en ont construit 1500 en 40 ans, et pendant la décennie... il y en a un à moins de 25 km de n'importe quel point du territoire. Il y en a un tous les 17 km. Ah oui, ils sont espacés tous les 17 km, c'est très précis. Et pendant la décennie 80-90, il y a eu 2 intermarchés en moyenne qui sortaient de terre par semaine. Et donc, c'est là que ça se passe aujourd'hui. Vous avez fait référence à la crise des Gilets jaunes. Ce sont des salariés qui ont certains métiers, les employés de la logistique, les hôtesses de caisse, les assistants à domicile, les chauffeurs routiers. Donc les catégories populaires n'ont pas disparu, mais en gros, le cariste de l'entrepôt Amazon a remplacé le métallo de l'usine, le chauffeur routier a remplacé le cheminot, et puis ils se sont donné rendez-vous sur les ronds-points de ces fameuses zones commerciales. Et donc on voit aujourd'hui que le cœur battant de la société française, ce sont ces centaines de zones commerciales qui maillent le territoire. Alors pour venir à notre sujet du jour, le pouvoir d'achat, Michel-Édouard Leclerc a dit quelque chose qui est crucial au tout début de l'interview. Il a dit, regardez ce qui marche bien en ce moment dans la consommation. Il y a les prix bas, évidemment, le low cost, les marques distributeurs, il a cité ces marques distributeurs, qui singent les grandes marques, les vraies marques si je puis dire, et le luxe. Et entre les deux, il y a quoi? Il n'y a plus grand-chose en fait. C'est ça aussi, la grande leçon de votre livre. Oui, alors c'est ce que nous avons appelé la démoyennisation. Alors le concept est un peu barbare, c'est-à-dire on s'inspire sur les travaux d'un sociologue qui s'appelait Henri Mandras, qui avait écrit un livre qui était paru en 1988, qui faisait le bilan des 30 Glorieuses et de la décennie 70. Il avait écrit La fin des paysans aussi. Voilà, avant. Et là, son livre s'appelle La Seconde Révolution française. Il montre comment il y avait un phénomène de moyennisation, d'homogénéisation de la société française. Ce livre sort en 1988. Et donc, bien évidemment, il le regarde dans le rétroviseur. Et en 1988, c'est aussi l'année où va ouvrir le premier art discount en France. Et donc, nous, on a essayé d'écrire la suite du film, la saison 2, si vous voulez, en expliquant qu'il y a maintenant un phénomène de démoyennisation par le bas, avec toute une partie du bas de la classe moyenne qui décroche, qui n'arrive plus à suivre
le rythme de la consommation. Et on a vu tout à l'heure que la consommation était centrale dans le mode de vie des Français. Et donc on a adapté, le marché a adapté ce qu'on a appelé une offre secondaire, le discount, les Dacia pour le marché de l'automobile. Ces gens-là ont mis en place une économie de la débrouille, le Bon Coin, le troc, les vides-greniers, un peu de black, les statuts d'auto-entrepreneur, la Française des Jeux pour essayer qui a triplé son chiffre d'affaires en 15 ans. Et puis on a aussi une démoyennisation par le haut, ce qu'on appelle la premiumisation, avec une montée en gamme d'un certain nombre de produits. Et Michel-Édouard Leclerc faisait référence aux enseignes ou aux marques de luxe ou les offres premium qui se portent très bien. Et on voit bien que, un des acteurs majeurs de cette grande métamorphose qui était l'hypermarché est aujourd'hui en crise puisqu'il se fait attaquer par le haut, par le bas. Et on pourrait dire aussi même par le côté, puisque mon co-auteur Jean-Laurent Casselli est très sensible à ça, sur tout ce qui est le développement d'une consommation dite éthique ou morale, avec le bio, les circuits courts. Oui. Et donc là aussi... Et aussi parce que culturellement, ça c'est très intéressant, c'est que jadis l'élite avait sa propre culture, il y avait la musique classique, il y avait la grande littérature, il y avait des consommations typiques de l'élite, qui aujourd'hui en réalité regardent les mêmes films que tout le monde, ils vont voir Fast and Furious et James Bond au cinéma, ils veulent manger des hamburgers, ils écoutent du rap aussi, et avec cette nuance quand même que l'élite revendique un éclectisme, on écoute du rap et on écoute de l'opéra, et d'ailleurs l'opéra fait venir des danseurs de breakdance sur la scène des opéras aujourd'hui. Et donc, ça aussi, ça joue dans la consommation parce que le hamburger, il s'en vend à 4 €, mais il s'en vend à 25 € aussi. Voilà. Et donc, on mange à peu près la même chose, mais avec une segmentation où le fait que l'offre soit considérablement étirée au détriment un petit peu du cœur de la cible. Si on voulait retenir une métaphore cycliste, c'est la société française, on pourrait la comparer au peloton du Tour de France. Et on aurait une règle qui ferait qu'à chaque édition du Tour de France, on augmente de quelques kilomètres-heure la vitesse moyenne. Qu'est-ce qui se passe au bout d'une quinzaine, 5 ou 10 ans ? Bien, vous avez un peloton qui est coupé en deux. Il y a une partie qui arrive à suivre la cadence. Dopé. Plus ou moins dopé. Les premiers de cordée se sont échappés dans le groupe Eto. Et puis, vous avez la deuxième partie du peloton qui n'a pas cessé de pédaler et qui pédale sans doute plus fort qu'avant, mais qui voit avec rage, frustration et dépit le reste du peloton s'échapper. Pour moi, c'est ça la crise des Gilets jaunes. Parce que on parle appauvrissement, paupérisation de la société française. On a 15% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. C'est un fait et c'est un volume qui est important. Mais quand on compare, par exemple, le taux d'équipement des ménages en matière électroménager entre aujourd'hui et 1980, c'est le jour et la nuit. Donc l'ensemble de la société française s'est enrichi. Mais c'est ce que nous avons appelé l'élévation permanente du seuil d'accès à la classe moyenne. Et on revient sur notre désindustrialisation. Les métiers qui sont aujourd'hui proposés dans le commerce, la logistique, les services à la personne ne permettent pas de verser des salaires qui offrent la possibilité à ceux qui occupent ces postes de continuer à suivre cette cadence effrénée de la consommation, et ça génère beaucoup de frustration. On va citer les grands auteurs. Séguéla disait si à 50 ans, tu n'as pas ta Rolex, tu as raté ta vie. Je pense que sur les ronds-points, les gens se disaient, si à 40 ans, tu ne peux pas payer des Nike ou du Nutella à tes enfants, alors tu es un cassos, tu n'es pas un bon parent. Et donc, on voit bien comment la consommation de produits statutaires, rappelez-vous les émeutes du Nutella quelques mois avant la crise des Gilets jaunes, la consommation de produits statutaires, aujourd'hui, acte votre appartenance à la grande classe moyenne. Est-ce que je fais encore partie du jeu ou est-ce que je suis relégué dans la deuxième partie du peloton ? Et dans une société qui ne croit plus beaucoup en Dieu et qui a cessé de croire au grand soir, à la révolution, le bonheur, c'est ici et maintenant, et c'est ce que je mets dans mon caddie. Vous avez dans ce livre, on va continuer à en parler dans un petit instant, cette image aussi d'une France qui n'a plus rien de révolutionnaire. Les Gilets jaunes voulaient aller à Disneyland, ils voulaient pas tellement transformer le pays, renverser le pouvoir. La France devenue un gigantesque syndic de copropriété, dites-vous, dans les pages de ce livre. On continue d'en parler ensemble. Jérôme Fourquet, vous êtes l'invité du Zoom Info sur Europe.